On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, on a encore du matériel à se mettre sous la dent, puis pas à peu près. Hier, c'était comme le doublé, si on veut, de l'ancienne carte. On avait Joe Biden qui expliquait à la nation pourquoi, comment il s'en va, mais aussi Donald Trump qui avait l'opportunité de riposter en force à lui, Kamala Harris, tout le monde autour de lui. Décortiquons tout ça ensemble. Écoute, à tout seigneur, tout honneur, c'est le président actuel et il le sera jusqu'au mois de janvier, jusqu'à la passation des pouvoirs. Qu'il passe ses pouvoirs pacifiquement à Donald Trump ou à Kamala Harris. Donc, c'est vers lui qu'on se tournait hier. Première chose, avant de regarder comment il a dit les choses, puis ce qu'il a dit, quels sont les mots, les formules utilisées, souligner à quel point c'est rare qu'on ait accès à une sortie comme celle-là. Donc, le souvenir le plus récent qu'on ait, c'est Lyndon Johnson, qui, avec de très mauvais sondages, puis des réactions farouches d'Américains qui s'opposaient à la guerre du Vietnam, préfère se retirer alors qu'il avait gagné dans un véritable raz-de-marée. La seule élection, finalement, il a succédé à Abraham Lincoln, à John F. Kennedy après l'assassinat. Donc, ensuite, il se présente aux élections pour obtenir son propre mandat. Puis écoute, c'est une victoire qui est écrasante. C'est un ras-de-marée. Donc, il est passé de héros à peut-être pas zéro, mais en tout cas à persona non grata dans un temps record. C'est presque ce qui arrive avec Joe Biden. Donc, c'est un moment qu'on a été convaincu ou pas par l'allocution. Soulignons au moins ce moment-là. Ensuite, pour se pencher ou se tourner vers ce qu'il a dit, l'équipe nous a préparé un petit extrait que je ferai jouer en premier, puis ensuite revenons sur la substance puis la manière de le dire. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation. You know, there is a time and a place for long years of experience in public life. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Ouais, c'est essentiellement ce que tout le monde martèle, ce que tout le monde dit depuis des semaines et des semaines et des semaines, Luc. Le temps maintenant est venu pour une nouvelle génération de s'exprimer. Il y a un temps pour des vieux de la vieille, du monde expérimenté de parler. Là, c'est plus ce temps-là. C'est le temps des jeunes, des nouvelles voix. Ben, c'est exactement ça. Il a compris, ou du moins, on lui a fait comprendre. Voilà, ça c'est ce qui est entre les lignes. Dans un premier temps, c'est intéressant de souligner ce changement de génération. Puis il a dit, c'est pas que l'expérience ou le vécu ce soit pas important. À un moment donné, il faut qu'il y ait une relève. Et c'est cette relève qu'on ne sentait pas, qui était bloqué dans sa progression à Washington, jusqu'à ce que des gens comme Nancy Pelosi, qui a grandement contribué à convaincre Joe Biden de se tasser, Joe Biden et Pelosi faisaient partie de ces gens très expérimentés, redoutables au plan politique, qui ont contrôlé le parti, ou à tout le moins, en tout cas, ce que faisait le parti pendant très, très longtemps. Donc, M. Biden fait allusion à ça. L'autre élément très, très important, c'est est-ce que c'est convaincant? C'est la seule référence en passant au motif qui justifie son départ. Dans le reste, c'est un bilan de sa présidence et c'est un défi aux adversaires, donc un défi à ce qui est à venir, à ce qu'on souhaite comme pays, puis des attaques directes sans le nommer contre Donald Trump. Mais c'est le seul passage où il va référer à pourquoi je pars. Donc, il n'a pas dit, c'est la grogne, on m'a poussé, on a négocié, les donateurs n'étaient pas là, c'est pas le genre de choses qu'on va exposer dans un discours face à l'ensemble de la population, mais il a été très clair. Il a évoqué le combat contre la démocratie parce que c'est ce qu'il nous dit depuis des années. Je suis là parce que je pense que la démocratie est menacée, mais il a dit je devais unir le parti puis idéalement le pays. Donc, il confirme sans s'étaler, sans s'épancher qu'il y a eu du brasse camarade à l'interne.
Autre chose qui était aussi intéressante quand je dis, ben, à part cette reconnaissance des divisions du parti, le reste, il place les Américains devant un choix et ce choix ne peut pas être Donald Trump. Je sais pas si ceux qui étaient à l'écoute hier l'ont remarqué, mais il a fait exprès de citer 3 présidents. Il peut se lancer des fleurs en disant j'ai fait des choses qui ressemblent à ça, ou en tout cas j'encourage le message, et de l'autre côté dire c'est tout ce qu'incarne Donald Trump. Mais il a dit, par exemple, il réfère à George Washington, c'est un sacré modèle. Washington, en passant, c'est là où il peut se comparer, où il peut faire une allusion, ou vraiment une allusion, laisser croire. Et il n'y a rien qui forçait George Washington à quitter le pouvoir quand on l'a choisi comme premier président des États-Unis. C'est lui qui dit, je vais faire 2 mandats et je quitte, et je pars. C'est un héros de la guerre. C'est le personnage, c'est une des figures rassembleuses du début de l'histoire des États-Unis. Et il choisit de céder le pouvoir pour montrer l'exemple. Donc, Biden dit, quelque part, c'est un peu ce que je fais. J'ai été poussé, mais je pouvais m'accrocher. On pouvait faire ça de différentes manières. Je le fais en rejoignant même mes détracteurs. Il n'y a personne de plus important que le pays. Et notre pays, c'est pas un pays où il y a des dictateurs. Et Washington est parti pour ça. Ceux qui étaient à l'écoute l'ont également entendu évoquer Abraham Lincoln. Quand il veut être rassembleur et qu'il dit qu'il veut être le président de tout le monde, dans un des célèbres discours d'Abraham Lincoln, il dit qu'il ne faut pas le faire avec du malice, hein, ou de la haine envers l'adversaire. On s'est battu pour des idées, des idéaux, des visions différentes, mais on ne doit pas en faire quelque chose de vicieux à l'endroit des adversaires. Est-ce que tu te souviens du dernier président auquel il a référé? Non, Le non, plus vas-y. près, le plus près de nous, Franklin Delano Roosevelt. Oui, Franklin Delano Roosevelt avait mis en garde ou lancé, hein, un cri du cœur à ses concitoyens dans la Deuxième Guerre mondiale, après Pearl Harbor, après la crise économique. Donc, ce que Roosevelt dit, c'est la peur. Donc, il faut écarter la peur, puis il faut éliminer ce qui fait qu'on pourrait avoir peur. Donc, c'est cette fameuse déclaration, hein, The only thing we have to fear is fear itself. Donc, c'est la peur de la peur. Mais Biden, en 3 références à des présidents américains, vient donc dire finalement, sans nommer son adversaire ou son ancien adversaire maintenant, c'est ce que Donald Trump incarne. Soyons le ouais. contraire de ça. Ouais, puis c'est fantastique. Honnêtement, c'est ça qui est triste, là. Joe Biden, tout ce qui est arrivé récemment s'en entaché un peu, tu sais, son apparence, Oui. son héritage, tu sais, c'est au-dessus de 50 ans de service public. Écoute, un mandat à présidence, il y a quelque chose d'intrinsèquement le spécial avec toute l'expérience que Joe Biden a eue en politique. Mais là, quand on l'entendait, là, moi, tu vois, ça m'a ému, ça m'a touché, j'ai trouvé Luc, parce qu'il a beau être fatigué, une voix, tu sais, peu portante et tout, il a la prestance, il a l'honneur, la dignité qui vient avec un poste comme celui de président des États-Unis, puis de parler de ces concepts qui sont censés représenter les États-Unis pour ce qu'on aime de ce pays-là, hein? Justement le respect absolu de la démocratie, la nation avant tout, un patriotisme rassembleur qui dit, regardez, on est tous différents, on s'est relevé d'une guerre de sécession, guerre civile, puis on est encore là, puis on est capable d'avancer avec des idées démocratiques. Moi, ça m'a ému, particulièrement, Luc, alors que Donald Trump faisait un discours de son côté quelques minutes après, puis qu'il est, on va le dire, là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Joe Biden, il incarne, Joe Biden, une prestance puis une dignité du poste que Donald Trump n'aura jamais. Je suis désolé, mais il ne l'aura jamais. Puis à l'entendre hier, c'était encore ça, là. Oui, puis écoute, il y a, et ça, je pense il y a personne qui ne peut le nier. Donald Trump, pardon, fait son pain et son beurre de canaliser la colère. Dans certains cas, c'est aller jusqu'à la violence. Mais ce qu'il canalise, c'est le rejet finalement de ce que Joe Biden incarne. C'est-à-dire que, puis on a pu être convaincu ou pas, hein, j'ai glané toutes sortes de réactions après le discours de Biden. Il y en a qui se sont endormis dessus, d'autres qui étaient émus, dans certains cas presque aux larmes. Donc, on reçoit le message différemment. L'important, c'est, a-t-il choisi les bons mots? On a pu se battre en coulisses. Les mots qu'il choisit sont ceux, tu l'as très bien résumé, auxquels on s'attend d'un président américain. De l'autre côté, ces présidents américains et ce modèle que Joe Biden défend, c'est celui contre lequel on est très en colère aux États-Unis dans une bonne partie de la population.
Et Donald Trump a choisi de faire son pain et son beurre de cette colère. Mais ça vient avec une polarisation et ça vient avec une division. Qu'est-ce qui est le plus sain pour le pays? Jusqu'où on va pour apporter du changement? Il faut miser sur les émotions si on veut changer les États-Unis. Et c'est, souvent, je le répète comme ça, c'est un gigantesque paquebot, les États-Unis. On ne peut pas, qu'on soit Barack Obama ou Donald Trump, virer ce paquebot-là sur un dixaine, comme on dit. Hein, le changement prend du temps et ça prend de l'émotion. Mais quand on joue avec l'émotion, quand est-ce qu'on s'arrête avec cette émotion? Autant je trouvais qu'on exagérait du côté d'Obama en 2008 quand il y a eu cette vague d'amour, cette vague d'espoir. Je me disais, ce gars-là peut pas porter tout ça. Donc, on s'enflamme, là, plusieurs l'aimaient, c'est un beau modèle, c'est un orateur extraordinaire. Il peut pas réaliser tout ça en 4 ans, même pas en 8 ans. Donc, je me disais, on est allé très loin dans les émotions d'un côté. C'était plus positif, c'est de l'espoir. Donald Trump va au moins aussi loin, sinon plus loin, dans la colère et dans le rejet. Je sais pas, entre l'espoir et cette colère et ce rejet, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Qu'est-ce qui est le moins porteur pour la stabilité d'un pays qui a cette importance sur la scène internationale? Alors, Donald Trump continue de jouer la carte. Je pensais qu'il y a, sincèrement, pas qu'il y a une métamorphose de Donald Trump. Considérant que l'élection est serrée, je pensais sincèrement que Donald Trump allait faire des appels du pied plus évidents à ceux qu'on appelle chez les républicains, à défaut de mieux, les modérés. Donc, il y en a qui sont déçus. Il en a besoin pour gagner. Je pensais qu'à un moment donné, il leur donnerait quelque chose, qu'il leur tendrait la main. Et même après la convention où il se disait plus rassembleur, on y va, toute voile dehors, à fond la caisse, hein, pedal to the metal. Donc, on y va encore avec ce discours qui divise, puis ce discours qui est hargneux, puis ce discours qui est agressif. Moi, je pense que ça le dessert au plan politique, mais écoute, ça, c'est le modeste avis d'un gars qui commente à partir du Québec. Mais M. Trump continue la carte qui l'a, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, servi en 2016, mais on n'est plus en 2016. Il a essuyé des défaites depuis ce temps-là. Donc, on a vraiment deux visions diamétralement opposées. Si on a à cœur la santé des États-Unis comme voisins, leur santé économique, leur santé politique, leur santé démocratique, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on veut comme modèle? Ça peut pas être plus clair que là. On a vraiment un écran divisé. Ouais, puis c'est pas pour rien que Joe Biden, il faisait appel hier là, constamment en parlant d'un choix d'une élection capitale, cruciale, historique. C'est les mots qu'il a vraiment répétés beaucoup. Puis là, tu le dis, là. Donald Trump est revenu à son discours, son pain, son beurre, comme tu l'appelles. Mais hier, j'ai écouté des passages encore une fois, d'un rassemblement qui menait discours qui fait, mais c'est déchaîné contre Kamala Harris, ça avait pas de bon sens. Puis des attaques, on est revenu au bon vieux Trump, des attaques de la traiter de maudite folle, cinglée, destructrice de pays. Puis c'est son intention, hein, Mme Harris, elle veut détruire la nation, c'est ce qu'elle veut. Puis ça va jusqu'à, puis moi, je veux dire, je suis pas un mensonge près de Donald Trump, on s'entend, il ment comme il respire dans à peu près toutes les phrases de ce qu'il dit. Mais ce mensonge-là que je vais te faire écouter, Luc, moi, celui-là, je sais même pas comment il y a des gens qui peuvent le croire à ça. She wants abortions in the 8th and 9th month of pregnancy. That's fine with her. Right up until birth. And even after birth, the execution of a baby. Because that's not abortion, that's the execution of a baby. Ah oui, les fameuses villes démocrates, les hôpitaux où on exécute des bébés naissants, on les tue là, à coups d'injections puis de couteaux, puis il y a des complices dans l'État profond partout qui cachent ça. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là de tuer des bébés naissants? C'est jamais arrivé, ça arrive pas. Puis il répète ça, puis le monde applaudit en arrière. Luc, ça me jette à terre. Non seulement le mensonge est grossi, mais je reviens sur ce que je mentionnais tout à l'heure. As-tu pensé, et tu viens de l'évoquer, là, as-tu pensé à la violence du propos? Ce que ça implique de la part de Kamala Harris, à quel point elle serait vicieuse et agressive, mais ce que ça implique pour un médecin, là, parce que mettons ça un peu dans la réalité, juste un peu, parce qu'on est hors de ce monde. Mettons ça un peu dans la réalité. La violence des médecins, des équipes médicales, des mamans qui poseraient et des pères qui cautionneraient quand il y a un père. Est-ce que quelqu'un imagine ce degré de violence-là? Mais c'est le genre de propos qu'il tient. Alors, c'est là où je dis, et ça, là, ça vient du même homme qui, pansement sur l'oreille,
a passé 28 minutes à raconter qu'il avait été victime de violence d'un tireur et qu'il fallait pas faire ça. Tu peux pas dire une chose et son contraire et, en tout cas, dans la réalité, tu peux pas dire une chose et son contraire et que ce soit cohérent. Faut que tu incarnes minimalement la volonté que tu as exprimée pendant un discours. Mais quand je dis il a fait son pain et son beurre de la haine, de la violence, des discours agressifs, il continue à nourrir ses partisans de la même chose. Il n'y a absolument eu aucun virage, sauf 28 minutes finalement où il n'aura pas crié pendant son discours à la Convention, où il n'aura pas été aussi agressif qu'il l'est habituellement. Ça aurait été nos 28 minutes de Donald Trump version soft ou adoucie pendant 8 ans. Mais non, j'en suis même plus à m'étonner de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Je regarde vraiment au plan stratégique, au plan de l'analyse politique, est-ce qu'il séduit ou rejoint suffisamment de gens pour gagner? Il en rejoint déjà beaucoup, on s'entend, puis je pense même qu'il est légèrement favori dans la course actuellement. Mais il peut vraiment gagner avec ça. Il a perdu en 2022 aux élections de mi-mandat, puis il a perdu la présidence en 2020 en jouant à cette carte-là. C'est là où je suis étonné. Mais écoute, j'en suis, tu me diras que c'est soit du déni ou un refus de confronter les choses les plus laides qu'on peut voir en politique, mais j'en suis même plus à relever le nombre de mensonges et d'attaques agressives. J'en suis à regarder combien de gens réagissent à ça négativement et ne souhaitent pas voir ça de retour à la présidence. J'ose croire qu'il y a des gens qui entendent quelqu'un parler de massacre de bébés puis qui il se dit hey, c'est peut-être bizarre quelqu'un qui dit des niaiseries comme ça, puis ça ne peut même pas être un peu vrai. En tout cas, je trouve ça assez cinglé. Écoute, on a du matériel, comme je dis, à pu finir, Luc, parce qu'hier, il y avait un discours aussi de Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain. J'ai pris beaucoup trop de temps pour parler de nos deux hurluberlus, mais allons-y quand même avec ça, c'est important. C'est un discours quand même important qui a été prononcé par Netanyahou hier, puis en demi-ton quand même. Écoute, j'ai été... chaque fois que Netanyahou se présente aux États-Unis, je veux l'entendre, puis je veux l'entendre en direct. Je veux pas avoir des résumés ou des extraits, des clips. Je veux l'entendre du début à la fin. Autant Netanyahou est en difficulté chez lui, quand on regarde des sondages ou quand on regarde ces jeux d'alliance nécessaires au Parlement pour se maintenir au pouvoir, autant j'avais l'impression hier que Netanyahou était chez lui aux États-Unis. On l'écoute au Congrès. Là. Ça pourrait être un peu impressionnant de se présenter devant tous les élus, devant l'endroit où se décident les lois. Écoute, il est bien installé au lutrin, il martèle avec sa main, il le prend à deux mains. Le non-verbal était assez évident. Là. C'est le chef d'État outré, choqué, qui vient dire aux Américains, nous avons toujours été ensemble. Et ce qui nous attend quand on aura terminé le travail qu'on effectue ensemble présentement, quand on aura terminé, l'avenir est encore meilleur pour notre relation que ce que ça a toujours été. Et il a dit, vous devez m'aider, puis vous devez m'aider plus vite. Ça, c'est décoche une flèche à M. Biden qui l'a remercié de son appui au début du discours, mais à qui il dit, vous vous traînez les pieds. Ce qui correspond là aussi à aucun fait puis à aucune réalité. Les Américains sont derrière Netanyahou et Joe Biden et Kamala Harris en paient le prix. Hier, c'était également aussi évident de voir les réactions devant M. Netanyahou, ceux à qui il s'adresse directement. Il parle au monde entier là, quand c'est diffusé comme ça, mais ceux qu'il a directement en face de lui dans la salle, c'est des républicains et des démocrates. Il y a des démocrates qui sont absents, et il y a des républicains pour qui n'importe quel prétexte de se lever et de l'applaudir est bon. Et les démocrates choisissent, eux, ce qu'ils veulent applaudir ou pas et quand ils se lèvent ou pas. Mais c'est intéressant de le voir parce que Netanyahou sait très bien qu'on est en campagne électorale. Il sait très bien que majoritairement aux États-Unis, on est favorable à Israël et il sait très bien que personne ne va lui répondre que l'attaque terroriste du Hamas était acceptable. Et il nous l'a décrit hier avec force mots, force exemple et émotion. Et je sais pas si les gens ont bien remarqué, ceux qui étaient à l'écoute, les soldats qu'il a identifiés, qui étaient présents à ses côtés. Et on reproche parfois à Israël de jouer aussi la carte caucasienne ou les Blancs. Hier, on a vu des soldats d'origine différente dont on a décrit les exploits. Il y en a un qui venait, je pense, de l'Érythrée,
qui s'est enrôlé dans l'armée israélienne, puis qui avait pas de voiture. Et quand on a attaqué du côté du Hamas, le gars est parti à pied. Il a marché 8000 pour se rendre sur la ligne et combattre aux côtés des autres. On a joué la carte de la diversité, la carte de l'inclusion. Mhm. Donc, on a voulu passer un petit message aux démocrates en même temps. C'est eux qui jouent cette carte-là. Et il a finalement, je pense, marqué des points chez lui. Je pense qu'il a frappé l'imaginaire de bien des Américains et ça place les démocrates sur la défensive. Il y a une foule de choses qu'on peut reprocher à M. Netanyahou dont il n'a pas parlé hier. La colonisation agressive, au-delà de ce qu'on accepte au plan international. Un nombre de civils, de travailleurs humanitaires, de journalistes. C'est un nombre record, je pense, de journalistes, de confrères, collègues qui ont perdu la vie là-bas pendant le conflit. De tout ça, il ne souffle le mot. Puis, on comprend qu'il ne le fasse pas. Mais dehors, pendant ce temps-là, ben, il y a une protection du Congrès parce qu'il y a des gens qui, légitimement, je pense, disent à Israël que vous répondiez, on comprend. Comme ça, sans égard à la vie humaine puis à la vie des civils, parce qu'il semble que vous preniez très à cœur la vie des civils israéliens. Qu'en est-il des civils des autres? Donc, j'ai hâte de voir, moi, parce que Joe Biden et Kamala Harris vont parler à Benjamin Netanyahou. Et j'ai hâte de voir quel va être le ton, puis qu'est-ce qu'on va laisser filtrer comme information. Parce que Kamala Harris a commencé doucement. Il n'y aura rien de brusque dans ce dossier-là. Mais elle a commencé à se distancier un peu de Joe Biden, ne serait-ce qu'en mettant plus l'accent sur les pertes de vie des civils, des civils palestiniens, que ne l'a fait Joe Biden. Kamala Harris, c'est maintenant qui décide de la victoire ou de la défaite, que c'est elle qui va porter le fardeau de les conduire à la victoire ou d'assumer la défaite. Elle sait que dans des États comme au Michigan, être à fond derrière Israël, sans réserve, sans commentaire, ça risque de causer la défaite. Ben voilà. Donc, et ça, Netanyahou le sait. Il le sait très bien. Il a encore 6 mois à pouvoir utiliser ce levier. Puis sinon, ben, il prépare aussi la relève. Si Donald Trump doit entrer à la Maison-Blanche, ben, il va le rencontrer demain. Exact. Fait qu'il est en train de placer ses pions un peu partout. Voilà. Ça va nous donner du matériel à analyser, mon cher Luc. Merci d'avoir été là. Une bonne journée. Salut.